Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre émission mensuelle Dialogue littéraire. Au menu aujourd'hui, Sylvia Tabé nous présente un ouvrage d'auteur, Jacques Lamal nous livre une compile des dessins de Cabu et Alain Mabankou nous présente son dernier roman. Alain Mabankou, originaire du Congo, vit actuellement entre la France et les États-Unis où il est professeur de littérature francophone à l'Université de Los Angeles. C'est après des études de droit et un début de carrière en tant que juriste qu'il a publié son premier roman en 1998, Bleu, Blanc, Rouge. Et depuis, c'est avec régularité qu'il publie aussi bien de la prose que de la poésie. Mais ce sont surtout ses romans Vers cassé en 2005 et Mémoire d'un porc-épic en 2006, qui a d'ailleurs obtenu le prix Renaudot, qu'il a véritablement été révélé au grand public. Aujourd'hui, il nous parle de son dernier roman Demain, j'aurai 20 ans, dans lequel il revient sur son enfance congolaise. Alain Mabankou, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez à la librairie Dialogue nous présenter votre nouveau roman, Demain, j'aurai 20 ans, publié aux éditions Gallimard. Alors, ce titre, Demain, j'aurai 20 ans, sont en fait les paroles de ce narrateur, Michel, âgé de 10 ans, congolais, qui vit à Pointe-Noire notamment. Alors, pouvez-vous nous dire comment vous est venue l'envie, l'idée d'écrire avec un jeune narrateur ? Je pense qu'on a toujours une sorte de soif d'enfance au bout d'un moment. Peut-être aussi parce que j'ai dépassé la quarantaine, donc enfin je suis à 44 maintenant, et que j'ai l'impression que c'est le milieu de quelque chose. Je ne sais pas, mais c'est un sentiment. Et que cette fois-ci, j'ai laissé passer trop cet enfant qui parlait à moi. Je l'ai rattrapé et j'ai voulu que désormais, ce soit lui qui me dicte ce que j'avais à écrire. C'était aussi le but de ces livres, c'est de voir aussi comment naît l'enthousiasme pour les livres, l'enthousiasme pour la littérature et peut-être même le chemin de l'écriture. Je pense que l'écriture a une histoire et la mienne est peut-être celle qui est contenue dans ce livre. Comment, par des concours de circonstances, on arrive à tomber sur un livre, on arrive à aimer ce livre, on arrive à déifier les personnages des livres et plus tard à vouloir soi-même inventer un univers. Donc pour moi, il s'agissait de ne pas l'infantiliser, le prendre pour un gamin, mais le mettre à sa juste valeur. Il peut réfléchir, parfois même avec naïveté, il peut refuser la dictature des adultes, mais c'est un enfant qui veut grandir. Son rêve, c'est d'avoir un jour 20 ans tout le long du livre. Alain Mabankou, vous vivez aujourd'hui entre la France et les États-Unis. Quels sont vos rapports avec le Congo ? C'est toujours un rapport ombilical. Chez nous, on dit toujours l'eau chaude n'oublie jamais qu'elle a été froide. Donc, je reste toujours attaché au fait que, quel que soit le degré d'éloignement qui est le mien, pour reprendre de la vitesse, il faut que je retourne toujours aux origines. Ce qui fait que je vais toujours au Congo chaque été. Il faut que j'entende la population congolaise faire du bruit, danser, manger. Il faut que je sente la clameur de la rue pour être en adéquation avec ce que j'écris. Sinon, je ne serais qu'un écrivain abstrait dans son île déserte et qui invente un Congo imaginaire alors que le peuple, dans le présent, est en train de souffrir. Alors, vos romans qui sont pour la plupart traduits dans de nombreuses langues, lus dans de nombreux pays, et également Black Bazar qui s'apprête à être tourné au cinéma. Vous êtes notamment le co-réalisateur. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble une entreprise délicate, difficile ? Au départ, c'était une entreprise difficile parce que j'ai jamais écrit de scénario dans ma vie. Donc, en l'écrivant, j'apprenais aussi l'art du scénario. Donc, c'était amusant parce que moi, quand j'écris un roman, j'ai pas de plan, mais avec un scénario, on est obligé d'aller par étapes. En réalité, quand on écrit un scénario, on décompose les mouvements, on décompose l'action. C'est comme un puzzle. On a l'ensemble des pièces ici, il faut aller prendre ça, disposer ici, et à la fin, en les rajoutant les unes après les autres, ces pièces vont former un tout cohérent derrière une histoire dont la lisibilité cinématographique serait agréable. Donc j'ai écrit ce scénario avec plaisir et j'espère que les
acteurs qui vont jouer sauront donner le rythme et la joie de vivre que j'ai communiqué à l'intérieur, mais je veillerai puisqu'on va le co-réaliser. C'est maintenant à la rencontre de Sylvia Tabé que je vous propose de partir. Peintre et écrivain, elle a déjà publié plusieurs livres, dont Je n'ai pas vu tes yeux en 2001, et au début de l'année 2010, le livre Les Patientes, un récit qui traite du cancer, que Sylvia Tabé a écrit au moment où elle-même luttait contre la maladie. Aujourd'hui, elle nous parle de son dernier livre, L'Atelier Rouge, un livre mêlant fiction et réalité, dans lequel les deux artistes peintres décédés, Marc Rothko et Nicolas de Staël, entament un récit surgi du passé, avec à leur côté un troisième protagoniste en guise de narrateur, l'écrivain Romain Gary. Bonjour Sylvia Tabé, vous publiez L'Atelier Rouge aux éditions Dialogue.fr, un dialogue entre Marc Rothko et Nicolas de Staël. Comment ce livre est-il né ? C'était il y a une douzaine d'années, en 1998. Le musée d'art moderne de la ville de Paris installe une très belle rétrospective de Marc Rothko. Et au même moment, Laurent Grelsamer publie Le Prince foudroyé, une biographie de Nicolas de Staël, et je commence à réfléchir à un rapprochement entre les deux peintres. Et c'est donc une idée qui m'a habitée pendant plusieurs années. Et puis, à un moment, j'ai décidé de commencer à lire et faire des recherches pour enfin écrire ce livre. Romain Gary est le troisième protagoniste qui intervient dans votre roman. Il a le rôle d'observateur, de narrateur. Cette posture, l'avez-vous envisagée spontanément dès le départ ? Non, à l'origine, pas du tout. C'est quasiment au moment où je me mets à écrire que l'idée me vient. J'ai donc pensé intégrer Romain Gary à ce livre lorsqu'en relisant La promesse de l'aube, je m'aperçois qu'il a finalement le même destin, en quelque sorte, que les deux peintres, c'est-à-dire né en Russie, et puis exilé, et puis qui mettra fin à ses jours. Et par ailleurs, j'avais besoin de trouver un narrateur, parce que le dialogue entre les deux peintres est assez dense, et je voulais permettre au lecteur de prendre un peu de recul de temps à autre. Et voilà, j'ai imaginé un dialogue narré par un troisième personnage. Et c'est ça qui m'a... J'ai trouvé aussi que c'était une façon peut-être plus dense par rapport à des essais, de transmettre la force émotionnelle que véhiculent ces trois artistes. Ils dégagent une émotion, une passion constante. Et il me semblait qu'un essai pourrait rendre cela de façon moins forte qu'une création purement littéraire. Les trois hommes, comme vous le disiez, se sont suicidés. Ils ne peuvent plus revenir sur ce qu'ils ont fait et peut-être le regrettent-ils. Mais de là, il me semble, naît toute la force de l'écrivain que de pouvoir réécrire ce qu'il a été ou ce qu'il ne fut pas. Est-ce que vous en aviez conscience ? Écoutez, c'était pas facile d'oser écrire sur ces trois personnages. C'est vraiment extrêmement osé, et en même temps, j'ai essayé de le faire dans le respect de ce qu'ils ont pu dire, écrire ou faire. Et par conséquent, je reste quand même en lien avec une certaine réalité, et du reste, on retrouve dans le roman des phrases plus ou moins célèbres qui auront été prononcées par l'un ou par l'autre, et il m'a paru important de jalonner le texte de ces petites phrases comme ça qui permettent d'espérer que tout en étant dans une fiction, il y a un vrai lien avec la réalité. Par ailleurs, l'écriture, c'est vraiment une forme extrême de liberté. En tout cas, c'est mon rapport intime à l'écriture, et je pense qu'il faut toujours essayer de tenter des expériences qui apporte autre chose peut-être que ce à quoi on est habitué à trouver en librairie. C'est un risque, certes. Le nez de Dorothée, qu'on se le dise, restera cette année dans sa valise. Ah, vous êtes là. Bon, désolée pour la chanson, mais quand je pense au dernier invité de l'émission, le dessinateur Cabu, je l'ai en tête. Bah oui, il a longtemps travaillé aux côtés de l'animatrice Dorothée. Évidemment, Cabu, c'est pas juste ça, c'est aussi des dessins dans Harakiri, dans Charlie Hebdo et dans Le Canard enchaîné, et de nombreux albums avec des personnages illustres comme Le Grand Duduche, Catherine ou Le Beauf. Et si je vous parle de Cabu, c'est que Jacques Lamal, rédacteur au Canard enchaîné, a décidé de réunir 1000 dessins de Cabu et de les réunir dans un seul ouvrage qu'il nous présente tout de suite.
Jacques Lamal, Cabu, bonjour. Merci d'être à la librairie Dialogue aujourd'hui pour nous présenter cette somme, un tout Cabu publié aux éditions Les Arènes. Alors Jacques Lamal, pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous avez fait tout ce travail d'assemblage des 1000 dessins de Cabu? Bien d'abord, j'ai beaucoup souffert parce que vous imaginez 50 ans de dessins, ça représente à peu près 30 000 ces dessins. J'avais une certaine expérience avec les 50 ans de 5e République vus par 50 ans de dessin du Canard enchaîné, où j'en avais trié à peu près 75 000, donc 30 000, ça allait, j'étais déjà à peu près rodé. Mais ça a été aussi une grande découverte, un grand plaisir. Parce que Cabu, c'est un dessinateur, j'allais dire, complet, qui est capable de dessiner, comme il le dit lui-même, dans le noir et dans sa poche, mais qui a différents traits, différentes facettes, et ça a été une vraie merveille de redécouvrir, et même pour certains dessins, de découvrir son immense talent. Alors vous le faites sous la forme d'un abécédaire. Est-ce que cette forme-là s'est imposée directement et a semblé être la meilleure façon de ranger tous ces dessins? Eh bien écoutez, le rangement c'est une excellente chose, mais comment ranger, ça a été effectivement le problème. Cabu est un dessinateur, un artiste très productif et il a publié beaucoup d'albums. Donc il fallait trouver quelque chose de différent, d'autant qu'on voulait faire une anthologie. Et donc en faisant un abécédaire, on remplissait notre tâche de faire un tout Cabu, mais Cabu à travers A, Ballarmé, l'abbé Pierre, et puis on continue comme ça jusqu'à Zoom, en passant Mitterrand, Tapie, Sarkozy, le sexe aussi, enfin bon voilà. Cet extraordinaire paysage de Cabu, sa façon de croquer, ce qu'il a en tête et ce qu'il capte, est capable justement de capter dans notre société. En regardant Cabu dessiner, en cherchant ses dessins, en fouillant dans tout ce qu'il a fait, est-ce qu'avec cela vous en avez appris plus sur le personnage qu'en le côtoyant quotidiennement? Je le côtoyant depuis un quart de siècle, vraiment, au Canard enchaîné. On se disait avec Frédéric que c'était fantastique, on a découvert une autre personne. Oui. C'est toujours l'ami, mais avec encore un peu plus de chaleur. Voilà, c'est une très belle personne. Est-ce qu'on peut vous poser une question, Jean Cabu? Quel est votre don pour décrypter si rapidement ce que les gens pensent, disent, et surtout ce qu'ils pensent mais ne disent pas? Vous croyez que j'ai ce don? Je ne sais pas, on se connaît pas très bien finalement. Je préfère que Jacques parle de mes dessins parce que on voit pas toujours ce qu'on fait. Par exemple, là, je l'ai dessiné, mais je me dis que je devrais vous faire différemment maintenant. Je vais en faire un parce que voilà, on est rarement satisfait du premier coup. Moi, j'ai eu la chance d'être un apprenti du dessin dans un journal régional. Moi, je suis champenois, vous voyez, c'est assez loin d'ici, mais j'ai appris, tout seul, la caricature, si vous voulez, parce que au départ, on ne sait pas comment faire. Il n'y a pas d'école de caricature, c'est vrai. Qui est difficile à faire, par exemple? En ce moment, vous avez, par exemple, Juppé, il n'est pas si facile. S'il revient au gouvernement... Sarkozy, c'est un régal, quoi. Point de vue caricature, c'est comme Mitterrand. Vous voyez, il suffit d'une petite exagération pour que ça soit ressemblant finalement. Plus vrai que vrai, voilà, c'est ça la caricature, c'est plus vrai que vrai. Bon, sur ces sympathiques caricatures, moi je vous laisse. Je vous souhaite en avance de très joyeuses fêtes de fin d'année et on se retrouve l'année prochaine. Puis en attendant, moi si je veux avoir des livres sous mon sapin, j'ai plus qu'une chose à faire, c'est aller le décorer. Allez, Kenavo!